je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui voulait conquérir le monde et qui a fini par se perdre lui-même. The Aviator de Martin Scorsese, 2004. Pendant des décennies, Hollywood rêvait de porter à l'écran la vie de Howard Hughes, ce milliardaire génial et fou, pionnier de l'aviation, mania du cinéma, mais personne n'osait. Trop complexe, trop dérangeant. Il fallait un maître du portrait psychologique, il fallait Scorsese, celui qui avait déjà disséqué l'âme américaine dans Taxi Driver et Raging Bull. Cette fois, il s'attaque au mythe du self-made man pour en révéler les failles. Derrière le clinquant, la violence, Hughes qui manipule, qui corrompt, qui détruit. Cette obsession maladive du détail, Hughes qui refait 50 fois la même prise, qui licencie des armées de techniciens, le perfectionnisme qui vire à la tyrannie. Déjà, les signes de la maladie. Dr Watson, vous me paraissez bien silencieux. Manning, ma mécanique ne tourne pas tellement rond depuis ce matin. Oh, tout ce sable du dernier film m'affecte un peu. Mais... mais passons. Faudrait faire vérifier tout cela. The Aviator de Martin Scorsese offre un portrait captivant de Howard Hughes, mais il ne prétend pas révéler toute la vérité sur l'homme derrière. Permettez-moi aussi de dresser une parallèle que je trouve curieuse pour vous dire que des fois, la réalité et la fiction se mélangent. The Aviator de Scorsese et Citizen Kane d'Orson Welles, bien que l'un soit biographique et l'autre fictif, partagent des thématiques très similaires et profondes sur la grandeur, l'isolement et la décadence. Tous deux dépeignent des hommes visionnaires, le véridique Howard Hughes et le fictif Charles Foster Kane, qui dominent leur époque par leur ambition démesurée, leur richesse et leur influence. Hughes, pionnier de l'aviation et du cinéma, et Kane, mania de la presse, incarnent l'obsession du contrôle et la volonté de laisser une empreinte durable. Pourtant, leur ascension fulgurante mène à une solitude écrasante. Hughes s'enferme dans ses névroses, tandis que Kane, malgré ses possessions et son pouvoir, meurt seul, obsédé par un souvenir d'enfance symbolisé par Rosebud. I'm not gonna kill you, Roland. I don't do that. Soulignons aussi que Scorsese joue avec ses propres codes narratifs, notamment le schéma de Rise and Fall, mais le détourne ici. Hughes commence au sommet, chute, puis retrouve une forme de gloire malgré ses troubles. Ce schéma de Rise and Fall reste très caractéristique de l'œuvre scorsésienne de Raging Bull, l'ascension et la chute du boxeur Jake LaMotta, Goodfellas, et puisqu'on parle de DiCaprio, dans The Wolf of Wall Street, retraçant le succès fulgurant et la déchéance de Jordan Belfort. Mais je vous passe le relais, Melling, je me sens un peu bizarre. Oula, Dr Watson, j'espère que ça va aller pour vous, mais ceci dit, on continue. Troisième acte, la maladie. Hughes sombre dans les troubles obsessionnels compulsifs, cette phobie des microbes qui l'isole du monde. Ici, DiCaprio révèle son vrai talent, cette transformation physique et psychologique. Martin Scorsese, après Goodfellas et Casino, il s'attaque à un autre monstre sacré américain. Même méthode, gratter le vernis, montrer l'envers du mythe. Cette direction photo somptueuse, chaque époque a sa couleur. Années 20 en sépia nostalgique, années 30 en technicolor flamboyant, années 40 en ton froid, désenchanté, prouesse technique et époustouflante. Et cette reconstitution d'époque, 110 millions de dollars de budget, décor pharaonique dans l'univers psychologique de Hughes. Nomination à l'Oscar, il ne gagne pas, mais cette performance lance sa vraie carrière. Fini les comédies romantiques, place au grand rôle dramatique. En effet, Melling, depuis Gangs of New York 2002, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio ont construit une collaboration cinématographique marquée par l'ambition, la complexité psychologique et l'exploration de figures masculines tourmentées. Leur première œuvre commune, une fresque historique sur la naissance violente de l'Amérique, ouvre la voie à The Aviator. Suivra aussi The Departed en 2006, Shutter Island en 2010 et le non moins célébré The Wolf of Wall Street, sorti en 2013, qui pousse DiCaprio dans une performance débridée et satirique sur l'excès et la corruption, suivie de Killers of the Flower Moon en 2023. DiCaprio aura pratiquement pris le flambeau de Robert De Niro aux côtés de Scorsese. Ils ont traversé les genres, les époques et les styles, formant l'un des tandems les plus féconds du cinéma contemporain.
pour incarner Howard Hughes dans The Aviator, Leonardo DiCaprio s'est investi avec une intensité rare. C'est le premier film qu'il a produit, ce qui lui a donné un sentiment de responsabilité inédit. Il a initié le projet en proposant l'histoire à Martin Scorsese, ce qui l'a poussé à s'impliquer corps et âme dans la préparation du rôle. Pour la première fois de sa carrière, DiCaprio a suivi des cours de théâtre formels avec le coach Larry Moss, qu'il décrit comme un véritable mentor et coach de vie. DiCaprio a également mené des recherches approfondies sur la vie de Hughes, étudiant ses archives, ses interviews et ses habitudes. Il a passé 8 à 9 mois entièrement dédiés au rôle, s'immergeant dans l'univers du personnage jusqu'à adopter les tics et les obsessions. Mais attendez, Melling. Melling, je pense ne pas pouvoir continuer. Ma mécanique se bloque. Je dois éteindre mon système interne en urgence. Oui, ne vous inquiétez pas. Ça ira, lancez le film, il faut que je revoie mes engrenages. Ah, ce foutu stable! Dr Watson, mais j'espère que ça va aller parce que là, ça craint. Hein, mais poursuivons. Décembre 2004, The Aviator conquiert le monde. 214 millions de dollars, 11 nominations aux Oscars, 5 victoires. Mais au-delà du succès, quel message? Scorsese nous parle de notre époque, cette obsession de la performance, cette quête de perfection qui nous consume. Hughes, c'est